Avec vous également François Gémen, Boris VDHF. Bonjour, vous êtes architecte, ingénieur, expert en risque majeur, et Vincent Crouzet, bien connu des téléspectateurs de LCI, écrivain, expert en renseignement. Vincent, on va faire peut-être un petit point avec vous, notamment sur ces incendies et toutes les forces qui sont aussi mobilisées sur le terrain. Je le disais tout à l'heure, on les voit, ces véhicules de sapeurs-pompiers qui sont là. L'utilisation de ces Canadair, 12, c'est la flotte aujourd'hui, on doit en recevoir dans les prochaines années 2 à 4 autres appareils. Vous avez les Dash, vous avez les hélicos. Ce sont toutes ces forces aujourd'hui qui sont déployées un petit peu partout en France. Oui, les 25 000 effectifs donc personnels des SDIS, ce qui est pas énorme quand même sur un territoire aussi important que le territoire français. Donc les moyens aériens dont vous parliez, avec ces 12 Canadair, ce serait bien de renforcer la flotte. C'est 60 millions d'euros l'unité. C'est quand même pas la mer à écoper, pour faire un mauvais jeu de mots. Donc ce serait bien de renforcer cette force aérienne qui est la seule à pouvoir vraiment empêcher les méga-feux lorsqu'ils sont déclarés. Parce qu'aujourd'hui, l'urgence, c'est d'empêcher les méga-feux, comme il y en a eu dans l'Aude, notamment à l'été dernier, et d'arriver à circonscrire ces feux. Je voudrais parler des volontaires aussi, parce que au-delà des pompiers professionnels qui interviennent... 200 000 pompiers volontaires, je crois, en France ? Oui, c'est ça, 200 000 pompiers volontaires, la protection civile, mais aussi, comme dans ma commune en Provence, dans Luberon, les comités communaux de feux de forêt qui font des patrouilles en permanence. Il faut leur tirer un coup de chapeau, parce que ce sont des seniors qui marchent toute la journée dans la chaleur et qui pourraient conduire justement les pique-niqueurs et les gens qui s'approchent trop près des massifs vulnérables et des zones vulnérables, et sont des gens qui rendent un service énorme finalement à la communauté. Alors 200 000 pompiers volontaires, selon les dernières remontées, les derniers chiffres, ils disent 250 000 seraient nécessaires, et j'allais dire les bienvenus. Donc effectivement, vous avez raison de les saluer. On lance peut-être un appel aussi à ceux qui veulent y aller, qui veulent s'engager, qui veulent aider. C'est aussi important dans cette période. Et puis qui peuvent nettoyer et défricher aussi hors période critique. C'est-à-dire qu'ils peuvent venir travailler l'hiver pour aider justement à défricher des zones vulnérables. Avec nous toujours Patrick Marlière, expert météo climat. C'est intéressant et important de revenir avec vous, Patrick, sur ce qui nous attend dans les jours et dans les semaines, j'allais dire, qui viennent, puisqu'on nous explique, et vous le disiez tout à l'heure, qu'il faut s'attendre à une canicule qui va durer pas seulement 2-3 jours, mais qui pourrait s'étendre jusqu'au 14, voire 15 juillet. On nous annonce cette température de 38-40 degrés dans le sud. Petit à petit, le thermomètre va grimper dans le nord de la France, sous ce qu'on appelle le fameux dôme de chaleur. Alors on l'entend cette expression, est-ce que vous pouvez juste nous dire en quoi ça consiste et les répercussions que ça peut avoir et que ça a concrètement sur ces feux, sur ces incendies? Alors, ce qui va provoquer cette remontée d'air chaud, et qui est déjà très présente, mais qui va s'accentuer dans les 2 ou 3 prochains jours, c'est effectivement d'abord une dépression qui est sur le proche Atlantique. Comme les vents tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, elle est à l'ouest du Portugal. Elle fait donc remonter par un flux de sud à sud-ouest cet air chaud qui est sur le Sahara, qui envahit tout le bassin méditerranéen et qui remonte sur l'Europe de l'Ouest, situation à laquelle on est de plus en plus habitué dans ce type de blocage anticyclonique. Puis ensuite s'installe ce fameux dôme de chaleur. Alors c'est comme si nous posions un énorme couvercle sur tout l'ouest de l'Europe. L'air chaud vient s'emmagasiner en dessous. Au fil des jours, cet air chaud s'appuie vers le sol et devient de plus en plus présent. Il assèche surtout le sol, ce qui accentue justement des risques aussi de feux de forêt. Et cette situation de blocage, on en a au moins tout au long de la semaine sur l'ensemble du territoire. Je vous le rappelle qu'à partir de demain, on va dépasser les 30 degrés à la fois sur l'extrême nord du pays, près de la frontière belge, et on va dépasser les 40 degrés dans le Languedoc-Roussillon. C'est ces secteurs-là qui seront les plus à craindre, car dans ces secteurs-là, et je regardais la dernière carte des rafales de vent, dans le Languedoc-Roussillon, dans la vallée du Rhône actuellement, on a des rafales de vent encore à plus de 60 km à l'heure. Alors voilà, tout est réuni malheureusement pour que la situation s'empire dans les 2 ou 3 prochains jours, car je regardais aussi pour la baisse de ces rafales de vent que vous évoquiez tout à l'heure, les vents vont vraiment commencer à faiblir cette nuit, pas avant 2-3 heures du matin, redescendre en dessous des 30 km à l'heure, et puis chaque jour, jusqu'en fin de semaine, on aura ces épisodes de vent fort dans les après-midi, ce qui évidemment accentue ce risque de feu de forêt.
Merci Patrick Marlière. Boris Veliachev tout à l'heure, Guillaume Biet qui est juste à vos côtés, notre journaliste police-justice, parlait des 18 kilomètres de feu de lisière, c'est ça Guillaume, en lisière. Là on se dit, vous en plus en tant qu'architecte, ingénieur, expert en risque majeur, on se dit qu'est-ce qu'on fait quand on entend ça? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être faites ou j'allais dire c'est peine perdue? Non, évidemment, comme pour tous les différents types de risques, il y a des mesures qui peuvent être prises de façon à augmenter la prévention. Et donc mais c'est vraiment un système multicouche, c'est-à-dire que ça concerne bien sûr le fait d'empêcher les départs de feu, d'éduquer les populations, d'empêcher la propagation des feux. Donc il s'agit aussi de rompre en fait la continuité du combustible. Hein. Donc ça se fait aussi en étudiant le relief, parce qu'il faut pas le faire comme une trame purement orthogonale, hein, on étudie les reliefs pour ça. Il y a aussi il faut être sévère dans le fait d'éviter le mitage des constructions au milieu des massifs, hein, ça c'est trop fait, hein, ça c'est clair. Et puis par exemple au niveau des voies, on le voit au niveau des voies d'accès, on en parlait pour l'évacuation des populations, il faut éviter les impasses, il faut multiplier les voies d'accès et de dégagement aussi, hein, pour évacuer les populations. On voit très bien que les pompiers ont du mal à accéder à certains endroits, donc ça c'est très important. Augmenter bien sûr la continuité, augmenter ce qu'on appelle des barrières coupe-feu, c'est-à-dire qu'il faut débroussailler certes, mais aussi créer des voies assez larges où le feu ne peut pas se propager. Et puis il y a aussi le fait de garantir des ressources en eau suffisantes. Donc ça impose aussi des changements au niveau de l'agriculture. Faut dire qu'en France, par exemple, on cultive énormément de maïs. Le maïs est très consommateur d'eau. Alors le maïs, en plus, on n'en mange pas particulièrement, hein, c'est surtout pour le bétail et pour l'exportation. Donc on a calé ça sur des modèles économiques qui nous correspondent pas et qui, en plus, avec le réchauffement climatique, impose en fait le fait qu'on repense certaines agricultures, certaines pratiques en fait. Alors on le voit hein, sur ces images, vous avez à votre droite et à votre gauche ces deux feux. Ces deux départements qui sont particulièrement touchés et frappés. Les Pyrénées-Orientales avec la commune de Trévillac et dans le Gard avec ce feu de Lédenon. Guillaume Biet, est-ce qu'on peut rappeler de part et d'autre assez, schématiquement, ce qu'il en est concrètement dans les Pyrénées-Orientales et dans le Gard sur les hectares notamment qui ont été brûlés? Alors à Trévillac sur les Pyrénées-Orientales, on est déjà à plus de 1500 hectares partis en fumée. Ça, c'est depuis le déclenchement hier soir vers 19h30. Et on rappelle donc 700 pompiers qui sont actuellement mobilisés. Du côté du Gard, sur Lédenon, là, on est à 350 hectares de végétation détruite et plus de 120 pompiers qui sont actuellement à l'œuvre et qui attendent des renforts sur le terrain. Des renforts qui viennent, j'imagine, des départements voisins. Oui. On se souvient aussi, et on verra ce qu'il en est, mais lors d'intempéries, lors d'incendies très importants, on a vu ce qui se passait notamment en Espagne ou au Portugal, qui avait appelé notamment à l'aide européenne. Vous savez, un mécanisme qui est en place et qui peut permettre une mobilisation, notamment des secours européens. Vous les voyez, hein, ces sapeurs-pompiers du 30 du département du Gard, qui sont là, qui sont à l'œuvre, et toujours ces panaches de fumée dans les Pyrénées-Orientales à Trévillac, Vincent. Oui, on a une solidarité européenne qui se met en place. Je crois qu'il y a 40 pompiers roumains qui sont arrivés dans les Pyrénées-Orientales. Et nous-mêmes, nous intervenons sur les grands feux en Espagne. Nous sommes intervenus sur les grands feux au Portugal. Et puis, au-delà des efforts des pompiers, de la protection civile, de la sécurité civile, etc., on peut aussi engager, alors là, sur demande du préfet et du ministre de la Défense, nos unités, donc les unités des armées, notamment les 6 ou 7 régiments de la Légion étrangère dans le sud de la France, qui ont du matériel de sapeurs notamment, et qui peuvent permettre de venir en soutien opérationnel aux pompiers, notamment pour justement rapidement mettre en place des coupe-feux, etc. Donc ça, c'est un atout considérable que nous avons en France. Avec nous donc toujours ces images que l'on voit en ce moment, un Canadair, le fameux avion jaune et rouge qu'on a l'habitude de voir dans le ciel, hein, c'est celui qui vient frôler un plan d'eau, qui va récupérer, c'est un bombardier d'eau, hein, qui va récupérer de l'eau dans ses réservoirs. C'est jusqu'à 6 tonnes d'eau, si je me souviens bien, si je ne m'abuse, pour les Canadair. Il y en a 12 actuellement à disposition de la France, et ce sont eux qui travaillent
continuellement là aujourd'hui, qui sont mobilisés et déployés. Frédéric Delpech du service politique de TF1 et LCI, est-ce qu'on sait en ce moment si on va bientôt avoir une nouvelle cellule de crise, si on a un ministre de l'Intérieur qui va faire un nouveau déplacement? Ce qui est sûr, c'est qu'on imagine qu'il est en lien permanent avec notamment les préfectures de ces départements. Alors pas encore d'indication. Laurent Nunez publie régulièrement des posts pour se dire inquiet de la situation. Il l'a fait aujourd'hui. Il y a des mises en garde aussi qui sont diffusées, notamment sur le compte du ministère de l'Intérieur, pour rappeler que 9 incendies sur 10 sont dus à un acte individuel, à une. Alors ça peut être une erreur, c'est pas forcément volontaire, mais en tout cas un appel à la vigilance qui est lancé par le ministère de l'Intérieur vis-à-vis des Français pour leur rappeler que, eh bien, c'est souvent une erreur humaine qui est à l'origine d'un incendie. Donc, beaucoup de mobilisation. On attend aussi une décision du Tour de France pour l'éventuelle annulation de la 3e étape qui doit arriver lundi à proximité, à 70 km environ d'un secteur dans les Pyrénées-Orientales où se trouvent des flammes actuellement. Donc, il y a un certain nombre de décisions qui sont attendues et de communication de la part du gouvernement. Un peu plus de 17h sur LCI, si vous nous rejoignez. Bonjour Jérôme Bonnet, bonjour monsieur le préfet, vous êtes le préfet du département du Gard. On a vu bien évidemment ces images il y a quelques instants, vous les voyez, ces images de Lédenon. Le monsieur le préfet qui va nous accorder quelques minutes, on l'imagine précieuses vu la situation, vous le disiez Frédéric Delpech, les préfectures qui sont elles en lien avec le ministère du Travail, avec Laurent Nunez, toujours ces Canadair qui sont déployés sur ce département du Gard. On va d'ailleurs avoir dans quelques instants la précision sur combien d'hectares très exactement sont ravagés, sont brûlés dans ce département. Vous me disiez Guillaume, c'était à peu près... Sur le Gard, ouais. Plus de 350 hectares déjà. 350, on est à peu près à 1600 du côté des Pyrénées-Orientales. 1500, oui. Voilà, des Pyrénées-Orientales. Donc vous voyez que les chiffres montent. Rebonjour Jérôme Bonnet. Combien d'hectares dans votre département sont pour l'instant touchés, frappés, ravagés par ces incendies ? Oui, bonjour. Dans le Gard, ce sont 375 hectares qui ont été touchés à ce stade, sachant que c'est un incendie qui a démarré vers 12h40, donc en tout début d'après-midi aujourd'hui. Les populations, aujourd'hui, on a vu dans certains villages des populations qui avaient reçu sur leur téléphone portable un certain nombre de SMS, c'est bien ça, provenant de la préfecture, de vous, en disant « Attention, alerte, restez chez vous ». Exactement, j'ai fait le choix d'informer la population avec ce message qui est un message extrêmement important, c'est-à-dire que les populations restent à leur domicile et qu'elles n'attendent que le feu vert et l'accompagnement des forces de sécurité pour évacuer leur maison. C'est absolument fondamental, sachant que notre priorité, c'est bien évidemment la protection des lieux d'habitation. Combien aujourd'hui de communes, si vous pouvez, si vous les avez réussi à établir un décompte précis, combien de communes, d'habitants de communes sont invités à rester chez eux, à être confinés et surtout à ne pas comme ça partir, j'allais dire, dans tous les sens? Alors, ce sont essentiellement 4 communes qui sont concernées, celle depuis laquelle le feu est parti, et 3 autres communes qui entourent en quelque sorte le massif. Donc, on doit être aux alentours d'environ 3000 habitants à peu près qui sont concernés. L'objectif, c'est vraiment de les protéger et de suivre ce type de consignes de leur part. Alors, vous venez de nous faire un état des lieux très précis. Dans les heures qui viennent, quel est votre état d'esprit? Immense inquiétude, on le sait, le vent, la sécheresse et ces températures, comme nous l'indique Météo France, qui ne vont cesser de grimper. Mauvais cocktail explosif notamment pour les sapeurs-pompiers et pour la végétation. Non, le cocktail est effectivement défavorable. On a quand même la chance d'avoir, et on aura d'ici là, dans quelques minutes, on aura 350 pompiers qui seront engagés sur le terrain. On a quand même 6 Canadair, 2 Dash. Donc, je suis résolument confiant, mais effectivement, on est encore dans une phase où le feu est agressif et où donc il est nécessaire de le combattre pied à pied. Question cette fois-ci plus logistique. Vous avez eu peut-être le ministre de l'Intérieur, vous êtes en ligne directement avec lui. On l'a vu se déplacer la semaine dernière dans le département de l'Aude. Laurent Nunez, en lien permanent avec vous, préfet et préfecture? Bien sûr, on a des liens qui sont permanents avec le ministère de l'Intérieur et qui suit la situation véritablement en direct.
Et puis on a cet enjeu majeur pour le ministère de l'Intérieur, évidemment, c'est de la bonne répartition des moyens. On a ces moyens, ce qui nous permet finalement d'attaquer cet incendie et de lutter contre ce cocktail climatique qui nous est à ce stade un petit peu défavorable. Merci beaucoup Jérôme Bonnet, préfet du Gard, nous avoir accordé de votre temps, on le sait, particulièrement précieux, temps précieux aussi pour vous Éric Brocardi. Bonjour, vous êtes des sapeurs pompiers, vous êtes avec nous en ligne. Éric, on vous connaît. D'abord, bravo et un grand merci à tous vos sapeurs-pompiers, à toutes vos troupes. Aujourd'hui, quelle est la situation? Quel est le plus grand danger en ce moment, en ce dimanche après-midi, 17h05? Aujourd'hui, le plus grand danger, c'est qu'effectivement, ce type de feu se multiplie encore un petit peu partout. Donc, notre risque aujourd'hui, c'est d'avoir ces simultanéités d'incendies qui continuent à se propager sur l'ensemble des secteurs à haut niveau de risque. Le préfet l'a très bien dit, l'ensemble des moyens sont engagés. Les sapeurs-pompiers sont encore une fois, chevillés au corps forcément, en l'engagement total sur le sujet des incendies et des risques justement liés à ces températures extrêmement excessives et en même temps de pouvoir être sur le front des flammes avec toujours cet aspect de défense de points sensibles qui est extrêmement important. Vous le voyez, c'est parfois des mises en sécurité qui sont nécessaires. Ce sont des dispositifs qui sont mis aussi en place pour permettre justement de protéger les biens, les habitants et les vies. Donc forcément aujourd'hui l'engagement il est total. Il est total avec tous les risques que cela procure. Tout l'engagement des sapeurs-pompiers doit être effectivement salué, mais aussi les communes qui sont pleinement touchées et qui doivent mobiliser leurs ressources et leurs forces pour permettre à la fois d'accueillir les potentielles victimes et personnes évacuées et évidemment de faire en sorte d'articuler l'ensemble de toutes les strates du service public qui visent à essayer de maintenir, on va dire, la sécurité de l'ensemble des concitoyens. Encore une question, Éric, combien de pompiers, si vous avez un chiffre, une évaluation, sont mobilisés en ce moment, et ils viennent à la fois, j'imagine, bien sûr, des départements qui sont touchés par les feux, mais avec les secours, les renforts des départements voisins? Ils viennent de partout. Actuellement, c'est vrai que dans le Gard, ils sont déjà, vous imaginez, renforcés par les Alpes-Maritimes. Pourtant, ça fait partie aujourd'hui des départements qui sont avec un risque incendie particulier. Donc, ils n'hésitent pas même à engager ces secours-là. On n'hésite pas forcément, depuis le nord de la France jusqu'au sud, à pouvoir engager aussi d'autres moyens. C'est toute la solidarité entre les départements qui aujourd'hui travaillent et qui permet, ce que justifiait le préfet à l'instant au travers des propos du ministre de l'Intérieur, de pouvoir dire oui, nous devons continuer à mobiliser l'ensemble des moyens, l'ensemble des forces. Vous donner un chiffre quantitatif, c'est trop hasardeux parce qu'aujourd'hui, nous sommes en plein, on va dire, développement justement de ces ressources et de ces renforts. Merci Éric Brocardi, bon courage à tous les sapeurs-pompiers bien évidemment qui sont mobilisés. Bonjour Louis Baudin. Bonjour. Journaliste et présentateur météo sur TF1 et LCI. Louis, quand on voit ce qui est en train de se passer, ces images, nous sommes dans le Gard, nous sommes dans les Pyrénées-Orientales, on le voit, il y a du vent, la sécheresse des terres, des terrains. Et on nous annonce, vous allez nous annoncer, on a suivi vos bulletins météo, Louis, des températures qui vont grimper, continuer de grimper dans les heures, les jours qui viennent. Exactement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de répit sur le plan météo. C'est vrai qu'aussi que l'on regarde, c'est-à-dire au moins jusqu'en milieu, voire fin de semaine, il y aura de toute façon pas d'orage, pas d'humidité à venir et au contraire une sécheresse qui va s'accentuer. Des températures, là, avec ces images, on est entre 38 et 39 degrés. Ah déjà, là, on a eu ça à Béziers, là, cet après-midi, par exemple, à Narbonne. On est souvent entre 35 et 38 degrés. Le vent est encore là. Alors, la tramontane est un peu moins forte. Il y a plus de Mistral maintenant dans la vallée du Rhône jusqu'à 60-70 km/h. Mais malheureusement, au cours des 2 prochains jours au moins, même conditions, donc de la sécheresse, des températures qui dépasseront les 35 degrés et encore un peu de Mistral et de tramontane. Alors là, vous nous disiez, on est par exemple sur Béziers autour des 38 degrés. Exactement. Ça veut dire que demain, lundi, mardi, mercredi, on pourrait dépasser ces 40 degrés. On va en tout cas les atteindre. Peut-être qu'on continuera pas à grimper, mais vous savez, quand vous êtes déjà entre 38 et 40 degrés, c'est largement suffisant pour que la sécheresse s'accentue encore et qu'il y ait malheureusement toutes les conditions pour que de nouveaux incendies puissent se produire. Alors je sais que c'est toujours difficile et compliqué d'établir des schémas et des scénarios sur le long terme, mais on voit sur le terrain, certains disent on nous annonce une canicule qui pourrait durer jusqu'au 14 voire au 15 juillet. Est-ce que ça, on est capable aujourd'hui de nous dire oui, ça sera le cas, ou il est encore trop tôt, mais en tout cas oui, cette vague de chaleur et de canicule, elle sera bel et bien présente pour en tout cas la semaine qui vient. Exactement.
prévisions pour la semaine qui vient, c'est clair que jusqu'à vendredi au moins, on va garder des conditions similaires, plus ou moins élevées, mais autour de 38-40 degrés. Il y aura peut-être des séquences avec un petit peu moins de vent, mais en tout cas la sécheresse est toujours là. Et puis le week-end prochain, suivant les modèles, ça commence à changer, des orages pourraient revenir, mais il y a encore beaucoup d'incertitudes. Donc aller au-delà, et notamment jusqu'au 14 juillet, c'est bien prématuré. Moi, je m'arrête en tant que prévisionniste à vendredi prochain, puis ensuite on verra de jour en jour si ça continue ou si au contraire c'est à souhaiter, ça peut s'arrêter. Eh bien, on suivra bien évidemment toutes vos prévisions, vos bulletins météo, ceux d'Evelyne Delia, ceux d'Ange Noiret, effectivement, qui seront présents. Vous restez avec nous, bien évidemment, Louis. Guillaume Bier, si on peut refaire pour les téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre, il est 17h10 sur LCI, nous sommes ensemble pour évoquer, décrire, analyser cette situation dramatique, ces incendies qui ravagent une partie de la France, le sud de la France notamment, essentiellement. Vous le voyez, ces départements, le Gard, les Pyrénées-Orientales. Oui, avec deux foyers majeurs qui nous concernent, effectivement. D'abord celui de Trévillac, à l'ouest de Perpignan, où déjà plus de 1500 hectares sont partis en fumée depuis que cet incendie s'est déclenché hier soir vers 19h30. Sur le terrain, 700 pompiers sont à pied d'œuvre, plus de 200 engins mobilisés, avec des renforts qui sont venus d'un peu partout, de l'Hérault, du Var, de l'Aveyron, de Lozère, de départements du sud-ouest de la France, même de l'ouest de la France, nous disait le préfet tout à l'heure. 9 moyens aériens sont également mobilisés sur cet incendie, des Canadair, des hélicoptères bombardiers d'eau, un avion Dash et aussi l'utilisation de produits retardants pour essayer de stopper les flammes. C'est un incendie qui est assez large. Le préfet expliquait tout à l'heure que le front des flammes s'étend sur 18 km de lisière et très difficile de contrôler cet incendie, attisé par la chaleur, par la tramontane et par la sécheresse. L'autre point majeur, c'est sur le Gard, les Denons, au nord-est de Nîmes. Là, on a 375 hectares déjà détruits et plus de 120 pompiers mobilisés et des renforts qui sont attendus. Louis, la carte que l'on voit à l'écran, avec notamment ces couleurs, notamment on venait vers le orange, on voit ce mercure. Ça, ce sont les départements qui sont en vigilance orange canicule. Orange canicule à partir de demain, ça se continue, donc on le voit autour du golfe du Lion, et on ajoute à partir de demain effectivement ces départements à proximité de l'Atlantique, puisqu'une nouvelle fois c'est principalement dans le sud-ouest que cet air très chaud va remonter. Alors avec, je le rappelle, des températures très élevées le jour, mais également la nuit, c'est ce qui détermine une canicule, et cela au moins pour 3 jours consécutifs, ce qui devrait donc arriver quasiment jusque sur le sud de la Loire. Dans les autres régions, on aura peut-être des valeurs dépassant les 30-35 degrés, mais heureusement, durant la nuit, on repassera sous les 20 degrés ou à proximité des 20 degrés. Donc ça permettra de récupérer un peu et on n'aura pas donc les seuils de canicule. Pour l'instant, en tout cas. Vous avez raison. Récupérer à la fois sur le terrain, le climat qu'on a, récupérer pour les corps pour aussi, les corps, exactement. Pour les sapeurs-pompiers, pour les populations qui sont bien évidemment touchées par ces incendies. Pour l'instant, est-ce qu'on a des départements qui pourraient entrer en vigilance rouge, canicule? Est-ce que ça, on peut le prévoir ou pas? Pour l'instant, c'est a priori pas prévu. En revanche, que ça dure, oui, là, je pense que malheureusement, ça va à la fois durer et d'autres départements vont être concernés, notamment dans la moitié sud, au cours de ces prochains jours. Est-ce qu'il y a déjà des villes ou des départements dans lesquels on sait qu'on aura des températures, la température record? Je ne sais pas, par exemple, est-ce que vous savez déjà, par exemple, à Béziers, que dans la semaine, on va atteindre le record? Ça sera la ville de France où il fera le plus chaud. Je cite Béziers, mais c'est peut-être pas... Oui, exactement. Je comprends la démarche. C'est vrai que la dernière semaine, on a quand même battu des records en allant à 42, 43 degrés. Pour l'instant, il semble qu'on n'atteigne pas ces niveaux-là. On n'en sera pas très loin. Donc, en tout cas, peu importe qu'on soit dans ces records ou pas, on est reparti pour quelques journées encore particulièrement pénibles, notamment dans la moitié sud. Alors, les téléspectateurs vous connaissent forcément très bien sur TF1 LCI. Ils lisent vos ouvrages spécialistes de la météo, du climat. Quand on voit ce qui est en train de se passer, ça peut paraître totalement, j'allais dire, naïf de poser cette question. Mais est-ce que vous, en tant qu'expert aujourd'hui, quand vous voyez ces hectares qui sont ravagés, nous sommes début juillet, ça a commencé déjà en amont il y a 15 jours, 3 semaines. Vous êtes surpris et j'allais dire inquiet.
Alors, surpris, non, parce qu'en fait, évidemment, quand tous les critères sont là, quelle que soit la période de l'année, malheureusement, la nature peut s'embraser. Alors, c'est vrai qu'elle le fait à une époque où, en plus, on a eu beaucoup de précipitations au début d'année, donc plutôt une nature qui est assez verdoyante. Donc, malheureusement, quand la sécheresse arrive, il y a là tous les critères pour que les feux soient également encore plus puissants. En revanche, ce qui est certain, c'est que quand on enchaîne des épisodes comme celui-ci, c'est pas un épisode qui peut caractériser le réchauffement climatique, mais quand depuis la fin mai, on voit que ça a commencé tôt, que ça s'enchaîne, là, il y a clairement quand même la preuve d'un réchauffement climatique qui se confirme et avec malheureusement toutes les perspectives que l'on peut voir à l'avenir ou que l'on peut malheureusement confirmer pour l'avenir. Louis, vous allez rester avec nous parce qu'on va retrouver Margot Perry, c'est l'une de nos envoyés spéciaux qui est sur le terrain. Margot, elle est dans ce département des Pyrénées-Orientales. Rebonjour Margot. Malheureusement, j'allais dire, un département hors de contrôle. La situation est hors de contrôle ici. Vous le voyez, un paysage qui s'est totalement transformé, pris par un épais panache de fumée, des vents qui se lèvent, plusieurs dizaines de km/h, plus de 50 km/h, une couleur également ocre et surtout l'odeur de fumée et les cendres qui ne cessent de voler. Ici dans ce village, les premiers habitants ont été évacués, ceux qui habitent en bord de village et qui ont été le plus menacés. Les pompiers leur ont donné l'ordre de fuir au plus vite. Pour les autres, plusieurs possibilités pour l'instant, rester calfeutrés chez eux ou alors prendre la décision de partir. On a rencontré le maire et les élus qui eux font un registre selon les choix des habitants, donc soit ceux qui partent et ceux qui restent pour avoir une situation globale et un point de vue sur la situation globale. Vous le voyez également sur ces images de Camille Souhaut, le feu entoure totalement ce village. Les sapeurs-pompiers restent donc mobilisés, mais la situation évolue très vite. Déjà plus de 1650 hectares partis en feu ici dans les Pyrénées-Orientales. Margot Perry, prudence à vous aussi Margot et à toutes les équipes bien évidemment qui sont sur le terrain. Vous étiez donc à Boulterner, c'est une petite commune de moins de 1000 habitants, nous sommes pas très loin de Perpignan. Louis, quand on voyait ce ciel, j'allais dire avec ces couleurs, ce jaune orangé, ces panaches de fumée, on imagine aussi pour les populations, les sapeurs-pompiers, l'air irrespirable, étouffant là. Exactement, il est déjà étouffant quand il n'y a pas de feu. Oui. Alors là, imaginons, oui, c'est pire avec des particules qui volent. Alors c'est vrai que c'est particulièrement dangereux pour les habitants qui savent pas forcément s'organiser. Les pompiers, eux, connaissent beaucoup mieux les méthodes par rapport au vent, ne pas se mettre sous le vent, mais bien rester en amont. Voilà, c'est des techniques que eux pratiquent au quotidien. Mais c'est vrai que pour la population, toutes celles qui on appelle sous le vent de cette tramontane, donc sous l'incendie, en particulier sur le littoral, subissent en plus ces particules qui viennent de ces incendies et qui se propagent très facilement parce qu'on le voit, la tramontane est encore là. Alors la seule chose, c'est qu'en cours de nuit, en général, ça s'atténue un petit peu. En fin de nuit, les températures baissent un peu. D'ailleurs, ce sont toujours les moments que choisissent les pompiers pour parfois essayer de contenir un peu mieux, voire de finir ou de stabiliser un feu. Le risque actuel pour vous, c'est lequel? C'est ces vents. Alors même si vous nous disiez que ça faiblissait un petit peu, ces vents qui sont toujours là, ces températures qui vont quand même continuer, et qui sont très élevées et qui vont continuer à monter, le risque principal? Là, ça va durer. C'est-à-dire qu'il faut vraiment nous soyons tous attentifs. Là, ça qui est important, c'est que collectivement, les pompiers, je pense, font leur travail, ils le font très, très bien. Ils ont une maîtrise. On sait faire en France, malheureusement. Les incendies, on connaît ça tous les ans. Il faut que maintenant les citoyens accompagnent ça par j'allais dire, de l'attention aux autres, de l'attention à eux-mêmes, des bons comportements, pas de gestes totalement inconscients ou inconsidérés. Et c'est comme ça que collectivement, on parviendra à traverser cette situation le mieux, j'allais dire, le moins mal possible. Voilà, c'est tout ce qu'on peut faire, parce que malheureusement, la météo va rester défavorable au moins ces 3 ou 4 prochains jours. Et suivre les recommandations et les consignes données par la préfecture, comme on a vu le préfet du Gard qui envoie aux populations sur le téléphone portable des alertes maximales élevées en disant restez chez vous, restez confinés surtout, ne prenez pas votre voiture, dites on va recirculer, on va s'enfuir. Ça, j'allais dire, c'est presque contre-intuitif, mais ce n'est pas l'exemple qu'il faut suivre.
suivre et ce qu'il faut faire. Merci beaucoup, Louis. Je sais qu'il y a une météo aussi à préparer et elle est importante, qui plus est, encore plus dans ces prochaines heures et ces prochains jours. Merci beaucoup, Louis, d'être venu. Arlette, là, on imagine qu'on est place Beauvau, ministère de l'Intérieur. On est aussi à Matignon, qu'on a un Premier ministre et un ministre de l'Intérieur qui sont devant leurs écrans, en lien avec les responsables, les préfets, pour savoir comment faire, et simplement peut-être sur le dispositif des forces de tous ceux qui veulent lutter contre le feu, comment les répartir, qui appeler, mettre en renfort. Oui, je pense que effectivement, il y a le ministère de l'Intérieur en première ligne. On a vu, vous le rappeliez tout à l'heure, le ministre de l'Intérieur sur le terrain, qui disait il y a quelques jours et quelques heures à quel point il était inquiet de l'évolution de la situation. Je pense que effectivement les prévisions un peu graves ou un peu catastrophiques ont l'air de se confirmer. Je ne crois pas que le gouvernement ne communique pas demain, à l'évidence, pour deux raisons. Il y a une raison parce que les Français regardent toutes ces images, parce qu'il y aura peut-être, c'est très symbolique, si l'étape du Tour de France effectivement est annulée demain parce que la situation ne permet pas effectivement que la compétition se déroule dans la sécurité. Puis troisièmement, il y a aussi un problème politique demain, puisqu'il y a un débat à l'Assemblée autour d'une motion de censure déposée par les écologistes qui condamnent l'attitude du gouvernement et la mauvaise gestion de toute cette canicule, pour dire les choses comme ça, simplement depuis 15 jours. Je pense que le gouvernement aura l'occasion de s'expliquer, de se justifier et peut-être d'annoncer d'autres mesures. Est-ce que la France demandera des renforts ? On disait tout à l'heure que l'Espagne songeait à demander des renforts à la France, mais compte tenu de ce qui se passe aujourd'hui chez nous, au moins dans 2 départements, ça serait compliqué sans doute d'y répondre. On va voir si la France, elle, est un peu dépassée et a besoin aussi d'aide venant d'autres pays européens. Dernière information sur LCI, vous la voyez affichée sur votre écran. Dans le département des Pyrénées-Orientales, 2 blessés en urgence absolue. 2 blessés donc en urgence absolue. Donc voilà, on vous informera bien évidemment sur l'évolution de la situation, mais on voit que c'est pas simplement des hectares qui sont ravagés, mais aussi des populations et des personnes qui sont touchés. Guillaume Bier du service police-justice de TF1 ici, toujours avec nous. On parle de ces 2 départements aujourd'hui dimanche, mais on sait que dans les prochaines heures, dans les prochains jours, on nous annonce que des départements seront toujours en vigilance rouge concernant les feux de forêt. Oui, il y avait tout ce week-end 6 départements placés en vigilance rouge pour les risques d'incendie, de feux de forêt, et la carte de la vigilance a été publiée pour demain, la journée de lundi. Il y a 7 départements qui seront classés en vigilance rouge. Je vous les cite, ce sont évidemment les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault, le Gard, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et la Drôme. Ce sont les départements où il faut faire excessivement attention et où la vigilance et où les moyens pompiers seront mis en place pour essayer de juguler le moindre départ d'incendie. Alors dans les Pyrénées-Orientales, vous les voyez, ces images, vous êtes à Trévillac, c'est cet incendie qui est toujours en cours. 2 blessés en urgence absolue. Boris Veliachev, quand vous voyez ces images impressionnantes aussi dans le Gard, à Lédenon, avec ces broussailles, ces végétations qui sont parcourues, dévorées, j'allais dire, par les flammes aujourd'hui, vous, l'expert en risque majeur, en architecte, vous dites on a quand même raté quelque chose. Oui, bien sûr, il y avait pas mal de mesures à prendre de façon à réduire ce genre de catastrophe. Mais il faut se dire qu'on a changé de climat de toute façon, il est clair, et que à l'avenir, on va avoir de plus en plus à faire face à ce genre de phénomène et qu'il va falloir apprendre à vivre avec le risque. Donc ça veut dire mettre pas seulement sur les incendies, mais sur les canicules, sur les inondations, on le voit à d'autres périodes, etc. Il faut impérativement qu'on mette en place des grands plans à court terme et sur le long terme aussi, avec des gens compétents qui réaménagent entièrement nos territoires de façon à protéger les populations, à protéger les ressources, et à nous assurer un avenir vivable, habitable. C'est certain qu'on va vivre dans un climat qui est dégradé de toute façon. Donc c'est clair, il va falloir apprendre à vivre avec. Il y a beaucoup de pays qui vivent avec les risques, ça depuis longtemps. Au Japon c'est le cas, etc. Ils vont pas déménager pour autant. Donc
tout un ensemble, comme je l'ai dit, c'est vraiment un système multicouche installé qui va de l'éducation des enfants jusqu'à des infrastructures, etc., et puis des moyens techniques. Donc tout ça, c'est à mettre en plan sur le long terme, avec des mesures urgentes et des mesures sur un plus long terme. Mais il va falloir s'y mettre dès demain, et j'espère que demain le gouvernement justement commencera à annoncer des choses, parce que ça fait 25 ans qu'on a dû le faire. Plan sur le long terme, effectivement, vous avez raison. Feu sur 18 km de lisière, c'est ce que on vous montre notamment sur ces images. Nous sommes dans les Pyrénées-Orientales. Plusieurs communes d'ailleurs sont privées d'électricité dans les Pyrénées-Orientales. Nous étions tout à l'heure dans le Gard où le préfet en ligne avec nous avait appelé la population d'un certain nombre de communes à rester confinées. Notre envoyé spécial Margot Perry était avec un maire des Pyrénées-Orientales où là aussi une partie de la population et de la commune avait été évacuée face aux flammes, et vous le voyez toujours ces moyens de secours qui sont déployés sur place. Vincent Crouzet. Oui, je voulais faire juste compléter le point météo de Louis Baudin tout à l'heure. Ce qui est très préoccupant, c'est que en prenant la météo, on s'aperçoit que le Mistral va souffler sur la vallée du Rhône, sur le Gard, et donc vraisemblablement aussi la Tramontane sur le Roussillon, jusqu'à jeudi, avec une accalmie seulement mardi, signifiant donc des risques exceptionnels encore pendant près de 5 jours, sachant que généralement l'été, en début d'été, la Provence n'est pas trop soumise au Mistral, donc c'est assez exceptionnel. Vous savez qu'au cours de l'année, une journée sur 5 est soumise au Mistral dans la vallée du Rhône. Mais là, normalement, les débuts d'été sont relativement épargnés, et donc depuis 15 jours, le Mistral souffle énormément sur la vallée du Rhône. Je voulais juste glisser un mot sur la prévention, avec notamment retenir les leçons des anciens. Vous savez que nous, en Provence, on a planté énormément de cèdres du Liban dans les massifs, permettant justement servant de retardant naturel et de coupe-feu naturel, puisque donc le cèdre se consume très lentement, et en plus permet de faire effet de haie, puisqu'il c'est très haut, et permet d'éviter donc le saut du feu d'un versant à l'autre. On va aller sur le terrain. Je vous parlais de Margot Perry, Camille Souhaut, nos deux reporters qui sont dans les Pyrénées-Orientales, justement dans ce département ravagé par les flammes, un territoire qui semble aujourd'hui hors de contrôle. Situation catastrophique et totalement hors de contrôle autour de moi. Regardez sur ces images de Camille Souhaut, le feu atteint les premières habitations. Vous le voyez, ces champs qui partent en flammes. Les pompiers tentent d'intervenir, mais tout est hors de contrôle. Le vent part très vite, déjà plus de 1650 hectares partis en fumée. Les câbles électriques qu'on voit également exploser. Ces pompiers qui, malgré tout, tentent tant bien que mal, avec leurs moyens assez limités, de limiter la propagation des feux. Vous le voyez, beaucoup d'explosions électriques. Ici, la population est appelée à évacuer et à prendre toutes les mesures nécessaires possibles avec ces fumées qui forcément sont très prenantes, et cette lumière rouge qui est assez impressionnante et transforme le paysage totalement calciné avec ces épais panaches de fumée. Margot Perry et Camille Souhaut qui ont enregistré il y a quelques secondes ces images, ces informations. Je vous rassure, nos deux reporters vont bien. Elles avaient bien évidemment, vous l'avez vu, mis ce masque parce que les fumées sont très prenantes, oppressantes, et donc pour respirer, gênent la respiration. Image totalement sidérante, je trouve. Ces panaches de fumée, ces couleurs qui sont là dans le ciel, et on voyait sur les images de Camille et de Margot ces flammes qui sont là au bord de la route. On entend des explosions, ce sont les lignes électriques qui sont frappées et touchées, et ces pompiers, Guillaume, qui luttent encore contre le feu. C'était cela dont vous nous parlez, ces 18 km de lisière avec ce feu qui était répandu sur les images de Margot. Exactement, avec ce feu qui progresse sur son côté droit et sur son côté gauche, c'est ce que nous expliquaient les pompiers, et c'est sur ces deux flancs qu'ils multipliaient leurs efforts pour essayer de le contenir, de maîtriser ce feu, mais qui semble hors de contrôle, et les images qu'on vient de voir nous le montrent clairement. Un feu qui a fait de premières victimes, puisqu'on l'a appris donc il y a quelques minutes par la préfecture des Pyrénées-Orientales. 2 personnes sont grièvement blessées, 2 personnes qui sont en urgence absolue.
Il s'agit d'un sapeur-pompier et d'un habitant des Pyrénées-Orientales. On ne sait pas encore exactement à quel endroit ils ont été. C'était les images d'il y a quelques instants filmées par notre équipe. Camille Souhaut, Margot Perry. Vous voyez Guillaume, là on est là, ces flammes sont impressionnantes. Alors certains diront oui, c'est un incendie, enfin pardon, mais là ce qui est en train de se passer est absolument dévastateur sur notre territoire avec, et on le voit, hein, ces lances, ces pompiers qui luttent, qui ont l'air très petits par rapport à la hauteur de ces flammes et de ce panache de fumée. Et surtout ces flammes que l'on voit très bien sur ces images qui sont attisées par le vent. C'est l'ennemi principal des pompiers, le vent, la sécheresse et la très faible hydrométrie. C'est ce qu'il nous disait. Les sols, la végétation, tout est extrêmement sec et ça s'enflamme à la moindre étincelle. Anne Bringot, bonsoir. Vous êtes directrice des programmes du réseau Action Climat. Je ne sais pas si vous avez pu voir ou si vous regardez en même temps LCI sur votre écran de télévision, ces images qui viennent de nous parvenir de nos équipes dans les Pyrénées-Orientales, ces flammes qui sont là, près de la route, des communes qui sont évacuées, des personnes, des populations, notamment dans le Gard, qui sont confinées, qu'on appelle à rester chez elles, des lignes électriques qui sont calcinées, qui sont brûlées. Vous, ce soir, qu'est-ce que vous vous dites ? Malheureusement, ça nous rappelle effectivement des images dramatiques de 2022 où on avait connu des records d'incendies, mais on sait que globalement au niveau européen, c'est 2025 où on a eu plus d'1 million d'hectares brûlés, et finalement c'est la conséquence du changement climatique dont on sait qu'il aggrave les canicules. On a des températures plus chaudes, on a également davantage de sécheresse, et il suffit ensuite qu'on ait du vent et on voit malheureusement les impacts avec des incendies qui sont plus tôt dans l'année, mais également plus tardifs, en septembre, et donc des équipes mobilisées sur des périodes beaucoup plus longues. Et puis aussi, là on le voit, c'est beaucoup le sud de la France, mais si les températures remontent vers le nord, on l'avait vu en 2022, on a eu des incendies qui remontaient jusqu'au département du nord de la France, y compris en Bretagne avec les monts d'Arrée. Et donc, on voit des incendies qui sont sur des échelles beaucoup plus grandes et qui demandent du coup des moyens beaucoup plus importants pour pouvoir lutter contre des incendies qui sont plus nombreux en même temps. Vous le disiez, Anne Bringot, ça vous rappelle aussi un certain nombre de feux qui ont eu lieu les années précédentes. On nous dit, les spécialistes en tout cas disent, ces feux, cette période de la saison des feux a débuté plus tôt que prévu, 1 mois d'avance dans certains départements. Quand je vous posais la question de savoir si vous étiez inquiète ou pas, c'est cela. C'est-à-dire qu'est-ce qui nous attend, j'allais dire, pour cet été 2026 ? Alors, ce qui nous attend, effectivement, on a écrit un livre avec un collègue du réseau Action Climat, France Urgence Climat, qui montre région par région ce qui nous attend justement sur les impacts du changement climatique et les incendies. Eh bien, on va avoir effectivement de plus en plus d'incendies plus précoces et plus tardifs dans l'année, mais également plus intenses parce qu'on va avoir des méga-feux, parce que alimentés par des chaleurs plus élevées et des sécheresses plus intenses, et puis aussi qui vont couvrir davantage de territoires en France, puisqu'ils vont également se produire dans le nord. Donc, on a besoin d'éléments à la fois de prévention et ensuite pour agir contre ces incendies qui soient adaptés à cette nouvelle situation. Merci beaucoup Anne Bringot d'avoir été en direct avec nous. Vous le voyez toujours sur votre écran, ces images des Pyrénées-Orientales et du Gard. On était dans les Pyrénées-Orientales, on était à Trévillac, on était avec Margot Perry, notre équipe, il y a quelques instants. On va aller dans le Gard, rejoindre le commandant du SDIS. Vous savez, c'est le service d'incendie et de secours de ce département du Gard, interviewé par nos équipes de TF1 LCI. La grosse difficulté, effectivement, c'est que ce feu est extrêmement violent. Sur nos bases théoriques, on devrait avoir des progressions à 1800-2000 mètres par heure. Or là, nous sommes à plus de 3000 mètres heure en progression. Donc il est très difficile à appréhender. Nous avons actuellement 180 sapeurs-pompiers sur le terrain avec 60 véhicules. Nous attendons 2 colonnes renforts qui vont arriver, une du 06 et une autre du centre de la France. Il y en a déjà une en renfort qui vient de l'Est. Et nous avons actuellement un hélicoptère Puma qui est en train de larguer à côté de nous.
Également 6 Canadair qui nous ont rejoints depuis peu. Il n'y en avait que uniquement 2 au départ. Et également un Dash Milan, donc de la sécurité civile. Ils ont totalisé à eux tous une centaine de largages en fonction des différents appareils qu'ils ont. Actuellement, nous sommes dans un moment défavorable. Nous n'arrivons pas à maîtriser le feu. Il progresse dans ces différents axes. Et donc nous procédons à des défenses de points sensibles. Et nous demandons à ce que la population puisse être confinée, à renforcer ce confinement. Alors on parle de confinement quand on a des habitats en dur, maisons en dur, en fermant les fenêtres, fermant les volets. C'est très important. Et les habitats légers, bien sûr, doivent être évacués. Donc pour ça, nous sommes renforcés avec les collègues de la gendarmerie. Et bien sûr, nous appuyons également sur les maires qui sont présents avec nous et qui nous soutenons, bien entendu, comme à l'accoutumée. J'en ai terminé pour ce point presse. Si vous avez des questions, je suis à votre écoute, y compris les maires. Est-ce qu'on connaît l'origine de l'incendie ? Non, on n'a pas. Prévu, le départ de feu est en plein massif, on n'a pas de connaissance sur le départ de feu. Et ces habitations qui ont été brûlées Alors, brûlées, on n'a pas d'informations sur cela. Par contre, on a été obligé d'évacuer certaines habitations qui ont chauffé, et notamment des habitats légers. Notre hélicoptère Moran d'ailleurs a fait un posé rapide pour évacuer 3 personnes d'une maison. Il les a fait donc évacuer, et on a des gendarmes qui ont fait également évacuer certaines habitations. Est-ce que vous avez les effectifs suffisants du fait des autres feux qu'il y a dans le département ? Donc depuis, comme je vous le disais, mercredi, on a pu différents feux. Le problème, c'est qu'avec ce vent qui est stable, y compris la nuit, on ne peut pas quitter les feux et on est obligé de maintenir une surveillance permanente, ce qui nous consomme énormément de ressources. Nous sommes en grande tension opérationnelle, et donc c'est pour cela que nous avons fait appel à la zone pour des moyens supplémentaires. Donc ces renforts vont arriver, et à ce moment-là, nous serons en mesure d'être à l'équilibre sur les moyens disponibles que nous avons besoin. Ça représente combien de moyens qui vont arriver là ? Donc encore 2 colonnes, c'est-à-dire environ une centaine de sapeurs-pompiers en plus, avec une quarantaine de camions. Voilà pour les précisions du commandant du SDIS, du service d'incendie et de secours du département du Gard, l'un des départements les plus touchés ce soir par ces incendies, comme le département des Pyrénées-Orientales. Vous le voyez, ces secours qui sont mobilisés, notamment ce sont ces voitures de pompiers dans le Gard, et puis ces flammes. Ce sont les images de notre équipe TF1 LCI, ces flammes en lisière, en bordure de la route. Dernière déclaration donc du préfet du Gard, vous voyez, elle s'affiche, ce sont 3000 personnes à protéger. Le préfet du Gard qui était en ligne avec nous, 3000 personnes à protéger. C'est énorme ce soir, Vincent. Oui, je voulais juste préciser quant à la météo. Le Mistral va persister dans la vallée du Rhône pendant 5 ou 6 jours. En revanche, normalement, les habitants des Pyrénées-Orientales devraient être soulagés puisque la tramontane devrait tomber cette nuit et être remplacée par un vent de sud-est, donc beaucoup moins dangereux pour les incendies. Voilà, donc effectivement, tous ces vents faiblissent. Il faut faire attention à une vigilance extrême. On a vu dans d'autres endroits ces dernières heures, ces derniers jours, qu'il pouvait y avoir à nouveau une reprise de ces vents, et donc ces feux pouvaient être attisés de nouveau. D'où la vigilance effectivement pour les populations, la vigilance et la prudence des sapeurs-pompiers de toutes les forces qui sont mobilisées. On va juste refaire un point avec vous, Guillaume Bier du service police-justice de TF1 LCI. 3000 personnes à protéger, et on a vu dans les Pyrénées-Orientales, c'est l'autre information de ce soir qu'on vous donnait, 2 personnes en urgence absolue, 2 blessés. Oui, c'est un bilan qui est communiqué par la préfecture des Pyrénées-Orientales, 2 personnes grièvement blessées dans le département par cet incendie majeur, un pompier qui est grièvement touché et un habitant qui lui aussi est victime de brûlures, et tous les 2 sont donc en urgence absolue. Pyrénées-Orientales où le feu a déjà détruit 1650 hectares. Dans le Gard,
375 hectares du côté de Lédenon, et effectivement 3000 habitants qui ont reçu la consigne de rester confinés chez eux sur 4 communes, je vous les cite, Bézous, Lédenon, Cabrières et Saint-Gervasy. Rebonjour Margot Perry, Camille Souhault, dans les Pyrénées-Orientales. Ce sont vos images qu'on diffuse en ce moment même, et il y a quelques instants, on vous avez retrouvé en lisière de la route avec ce feu qui était extrêmement présent. Là, vous êtes, Margot, à côté d'habitants dans une commune où l'on a demandé justement une évacuation, c'est ça ? Oui, nous sommes revenus au plus près de la commune et vous le voyez, le vent attise toujours forcément les flammes. Les sapeurs-pompiers qui restent mobilisés se replacent sans cesse au fil de l'évolution de la situation. Pour eux, forcément, le travail est compliqué puisque beaucoup de reprises de flammes. Et pour les habitants aussi, beaucoup de questions se posent. Merci d'être avec nous, monsieur. Quelle est la situation ? Qu'est-ce que vous avez prévu de faire, vous, dans les prochains jours ? Vous n'avez pas encore, dans les prochaines heures, vous n'avez pas encore évacué. Qu'est-ce qui est prévu ? Pas encore, parce que le village sur tête n'a pas été encore touché. Le village de Boulterner, comme on peut voir, est vraiment en train de prendre feu. Donc je pense que je vais vraiment évacuer mes parents déjà dans un premier temps, puisqu'on a des commerces, on a tout ça. Donc je vais évacuer chez la famille à Perpignan et on verra la situation, comment elle se déroule. Est-ce que vous êtes inquiet là ? Inquiet oui, parce que vraiment la situation n'est pas sous contrôle encore. Et depuis hier, ça n'a pas arrêté encore et ça a repris ce matin. Et avec le vent, je pense que ça ne va pas s'arrêter. Donc vraiment, il faudra évacuer au plus rapide. Merci beaucoup, on vous souhaite bon courage. Situation évidemment particulière. Un pompier nous confiait il y a quelques minutes et le disait dans ces termes, ici c'est la guerre, forcément, situation hors de contrôle. Il reste plus de 700 mobilisés ici sur le terrain. Merci beaucoup Margot Perry, Camille Souhault, des témoignages recueillis, des informations toujours très précieuses par nos équipes qui sont sur le terrain. Vous le voyez à nouveau, ces images, absolument à chaque fois qu'on les revoit cet après-midi sur LCI, toujours très impressionnantes. Ces hectares qui sont partis en fumée, un peu plus de 1600 hectares dans les Pyrénées-Orientales, vous nous disiez, et c'est le préfet du Gard, 375 hectares si je ne m'abuse, ce qu'elle nous a dit tout à l'heure Jérôme Bonnet, le préfet du Gard, qui était en direct sur LCI. 2 blessés en urgence absolue dans ce département des Pyrénées-Orientales. Ce sont les dernières informations qu'on peut vous donner ce soir sur LCI. Guillaume, d'autres informations à ce stade où, pour l'instant, j'allais dire, il n'y a pas de remontée particulière et ce sont des forces à la fois des sapeurs-pompiers, des forces de sécurité, un ministère de l'Intérieur, des préfectures qui sont certes mobilisées et qui surveillent tout le territoire. Oui, ce sont surtout les acteurs de terrain qui sont en première ligne face à ce front des incendies, avec, on le voit, une mutualisation des moyens. Les renforts, les colonnes de renforts de pompiers sont envoyées sur ces 2 incendies qui sont les majeurs cet après-midi et depuis hier. Dans le Gard, on le disait tout à l'heure, 180 pompiers sont actuellement mobilisés. Ils attendent une centaine de renforts qui viennent des Alpes-Maritimes et du centre de la France. L'idée, c'est de concentrer un maximum de moyens pour limiter au mieux la propagation des flammes et éviter de se retrouver avec un sinistre qui serait totalement hors de contrôle, ce qu'on a pu voir par exemple en Espagne ou au Portugal ce week-end. Des dernières informations, Frédéric Delpech du service politique TF1 LCI, où pour l'instant, j'allais dire, c'est on regarde ce qui se passe. On communiquera très certainement dans les prochaines heures, quand on a vu la semaine dernière un ministre de l'Intérieur qui se déplaçait dans le département de l'Aude. Oui, alors ceux qui communiquent pour l'instant, ce sont les préfets. Le ministère de l'Intérieur ne communique pas à cet instant, ni Laurent Nunez, mais effectivement les préfets, surtout préfet du Gard, préfet des Pyrénées-Orientales, publient un certain nombre de postes. Là, il y a encore quelques minutes, le préfet des Pyrénées-Orientales évoquait 1650 hectares parcourus par l'incendie dans son département et indiquait que le feu à Trévillac continuait à l'heure actuelle de progresser et appelait la population à éviter le secteur. Le préfet du Gard, lui, de son côté, publie également régulièrement des postes pour évoquer notamment le nombre de Canadair engagés, les hélicoptères et les Dash. Donc on le voit, ce sont les préfets qui sont vraiment aux commandes. D'ailleurs, au total, ce sont 16 départements qui sont placés en vigilance orange, vous l'avez dit, pour demain. Et ce seront, comme pour l'épisode de canicule, les préfets qui seront en première ligne, qui à la fois communiqueront et qui
prendront les décisions. Alors c'est la même chose pour les incendies que pour la canicule, mais effectivement il y a une délégation véritablement du ministère de l'Intérieur et du gouvernement vers les préfets. Bonsoir Corinne Lepage, ancienne ministre de l'Environnement. Merci d'être avec nous, Madame la ministre. Vous étiez ministre dans les années 90. On est aujourd'hui en 2026. Quand vous voyez ce qui est en train de se passer, ces hectares ravagés, vous vous dites on a loupé, on a raté quelque chose pendant cette période, ces décennies? Alors oui, bien sûr, c'est-à-dire qu'on a atténué mais pas assez et on ne s'est pas du tout adapté. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que malheureusement, il y a une accélération des effets du dérèglement climatique que l'on n'imaginait pas il y a 30 ans. Il y a 30 ans, on savait très bien qu'il allait avoir du dérèglement climatique. Mais les scénarios du GIEC à l'époque, c'était 1,5 degré à la fin du 21e siècle. On n'est en même pas 2030 et on y est quasiment déjà à 1,5 degré. Donc si vous voulez, moi j'ai fait voter le premier plan de développement, enfin pas voter parce que c'était un acte réglementaire, mais on a fait le premier plan de développement durable en France. Il y avait de l'adaptation, mais je dirais très légère, parce que à l'époque, on n'imaginait pas du tout des scénarios à plus de 40 degrés en France. Oui, donc ces scénarios-là qu'on découvre aujourd'hui, même peut-être ils arrivent un peu plus tôt que prévu par tout ce qui avait établi, imaginé justement ces scénarios. On disait, la saison des feux a débuté plus tôt que prévu, un mois d'avance notamment dans un certain nombre de départements. Le vent, la sécheresse, des épisodes caniculaires qui se multiplient, et il y en a un qui arrive sur la France dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Inquiète pour l'été qui arrive, Madame Lepage? Oui, bien sûr, parce que on cumule peu d'humidité, parce que vous avez raison, il y a beaucoup de sécheresse, même s'il a plu cet hiver, de températures extrêmement hautes, et moi je suis actuellement dans le sud, il y a beaucoup de vent. Et donc le vent est un facteur de propagation des incendies. Mais vous savez, les méga-feux qu'on a vécus dans les Landes il y a 2 ans, peut-être que les gens ne s'en souviennent pas, mais ça a été absolument catastrophique. Et nous les vivons maintenant en France, mais on n'est pas la première région du monde. Je vous renvoie à ce qui s'est passé, ce qui se passe d'ailleurs tous les ans en Californie ou même au Canada l'année dernière, où il y a eu des feux absolument épouvantables. Donc c'est très bien de faire de l'adaptation, mais de grâce, le souci majeur, c'est de réduire massivement nos émissions de gaz à effet de serre le plus rapidement possible, de manière à essayer de faire en sorte que la température ne se réchauffe pas plus que les 2 degrés maintenant on n'est même pas du tout sûr d'atteindre. On est plutôt sur des scénarios à 2,5 degrés, 2,6 degrés. Merci beaucoup Corinne Lepage, et votre message a été passé et entendu, en tout cas on l'espère. Un dernier mot, Non, je voulais rebondir sur ce que disait Corinne Lepage sur les méga-feux aux États-Unis. Heureusement, on a une autre doctrine d'engagement contre le feu en France, c'est-à-dire qu'on protège à la fois les populations en priorité, mais aussi la faune et la flore, et on ne laisse pas courir le feu. Contrairement aux États-Unis, notamment dans les grands parcs nationaux, on se souvient des incendies au Yellowstone notamment, ou Sequoia Park, on laisse courir le feu en disant d'ailleurs ça va régénérer, etc. Nous non, on a quand même une doctrine d'emploi de combat du feu, et on ne laisse pas courir un feu sur notamment à les Deux-Noms. Il y a énormément de Français qui connaissent cette zone puisqu'on est à quelques kilomètres au sud du pont du Gard, donc on est à quelques kilomètres de sites remarquables, et on essaye de protéger justement à la fois le patrimoine sauvage et aussi mémoriel. Vous avez raison, et effectivement le Gard, les Deux-Noms, Pyrénées-Orientales, Trévillac. Arlette. Juste un mot, puisqu'on parlait des États-Unis, on se souvient de ce qu'a dit Donald Trump, la plus grande escroquerie du siècle, c'est-à-dire le réchauffement climatique. C'est un sujet qui n'a pas été abordé au G7 pour ne pas froisser le président américain. Or, c'est un sujet qui devrait revenir non seulement dans chaque pays, mais aussi discuté au niveau international encore plus. Oui, on le voit, l'urgence effectivement est là. On le rappelle, 1650 hectares partis en fumée dans ce département des Pyrénées-Orientales, 375, je parle
parle sous votre contrôle, Guillaume Bier du service police-justice dans le département du Gard. 3000 personnes à protéger, c'est ce qu'a déclaré sur l'antenne de LCI le préfet du Gard. Dans des départements, vous avez des communes qui sont privées d'électricité. Vous voyez les images juste en bas de nos équipes Margot Perry et Camille Souhaut avec ces flammes à 18 km de la lisière, 18 km de lisière en feu au bord de la route. Ces câbles électriques qui sont partis en fumée.